Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous profitez bien de votre week-end. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo moins longue que d'habitude, promis, tout simplement parce qu'elle va avoir beaucoup moins de techniques à discuter. Mais donc cette vidéo sur la théorie de la dominance. J'ai décidé de vous faire cette vidéo, ça fait un bon petit moment déjà que je me la suis notée dans mes petites tablettes sur les idées tuto à vous faire. Mais là, en fait, j'atteins, je pense, un ras-le-bol qui vraiment dépasse l'entendement. Parce que j'ai eu une dure semaine vis-à-vis de ça, vis-à-vis des chiens que j'ai aidés cette semaine, vis-à-vis des humains que j'ai rencontrés aussi, ceux avec qui j'ai discuté. Et cette semaine, c'était vraiment très très présent. Alors, je ne sais pas si ça va avec, on va dire, la conjoncture humaine actuelle, mais voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre un espèce de point final, bien que à ma petite échelle, je pense bien que je ne vais pas mettre fin à une théorie qui dure depuis des années et qui persiste et signe encore. Mais voilà, donc l'idée, c'est de vous faire une petite vidéo qui représente à la fois un avis personnel et à la fois qui vous explique la notion scientifique, mais de façon condensée. Alors, de façon scientifique, on va simplifier les choses en vous disant simplement qu'il faut absolument arrêter de parler de dominance du chien sur l'humain ou de l'humain sur le chien. Les scientifiques ont désormais prouvé, et là on ne parle pas d'une notion personnelle, on ne parle pas d'une méthodologie, la science a prouvé qu'il n'y avait pas de dominance à partir du moment où on ne faisait pas partie de la même espèce. Ça c'est prouvé. Ce que les scientifiques sont en train d'étudier également en même temps maintenant et qui est d'ailleurs en train de sortir dans de plus en plus d'études, c'est le fait que même à l'intérieur du règne animal, il n'y aurait pas d'organisation hiérarchique qui donne justification à la dominance, mais que le règne animal, en tout cas les espèces entre elles, sont organisées sous forme d'organisation sociale. Et là, du coup, on n'est pas du tout sur la même donne, parce que l'organisation hiérarchique, elle fait qu'il y a un dominant qui guide tout, qui décide de tout. Ça vous fait pas penser à un monde, à une certaine espèce, et qui n'est pas l'espèce canine. Donc, qui guide tout, qui dirige tout, qui décide de tout pour tout le monde, et puis il y a les sous-fifres en dessous, ceux qui se contentent d'obéir, ceux qui se contentent d'appliquer, sans jamais avoir leur mot à dire. D'accord ? Ça, c'est la notion de la dominance. L'organisation sociale, certes, il y a, on va dire, un leader. Si vous avez envie de l'appeler chef, vous pouvez l'appeler chef, si vous voulez. Si vous avez envie de l'appeler patron, vous pouvez l'appeler patron, pas de souci. Mais dans cette organisation sociale, le patron, il a des collaborateurs. Pas des sous-fifres qui exécutent simplement et bêtement. Il a des gens qui choisissent en fonction de ses compétences et que, en fait, l'ensemble de l'entreprise, on va parler comme ça ça va vous aider, l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de la meute ou du groupe social est dirigé par au final l'ensemble de ces individus. Certes, il y a un individu qui prend les décisions finales quand ce sont des choses vraiment importantes que d'autres ne peuvent pas faire à sa place, mais chaque individu a des compétences et chaque individu est sélectionné et reste dans l'entreprise pour ses compétences sociales. Ça peut être, regardez une entreprise, il y a par exemple quelqu'un qui dirige les ressources humaines. Cette personne-là, elle a presque tout pouvoir sur les ressources humaines. Certes, il y a un patron à la sortie qui prend une décision finale, mais le recrutement, etc. se fait par cette personne-là. Vous pouvez avoir une personne qui est spécialisée, je sais pas moi, dans la gestion informatique et il aura d'autres personnes un peu en dessous de lui qui vont appliquer les côtés techniques, mais les grandes lignes de la gestion informatique, c'est cette personne compétente-là qui va la gérer. Et bien, au sein du règne animal, en fait, c'est exactement la même chose et dans le monde canin, c'est exactement la même chose, d'accord ? Et je vais vous faire là beaucoup de parallèles entre le monde chien et le monde humain parce que c'est vraiment important. Donc dans le règne animal, les scientifiques, et je vous parle toujours de science, ok, ont vraiment démontré que au sein des groupes sociaux, il y avait une organisation sociale et non une organisation hiérarchique, c'est-à-dire que chaque individu a un domaine de compétences. Si on prend par exemple dans un groupe de chiens,
ou un groupe de loups si ça vous fait plaisir, ou dans un groupe de gorilles, voilà, pour arrêter cet amalgame entre loup et chien. Prenez un groupe de gorilles, il va y avoir un individu qui sait mieux se repérer dans l'espace, qui sait peut-être mieux se repérer dans le temps, qui va guider les déplacements de la troupe, etc. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que l'alpha qui se reproduit, parce que sinon je vous dis pas la consanguinité dans le règne animal. Voilà, toutes ces notions en fait ont été démontées par la science. Donc moi j'aimerais qu'on arrête de tout justifier par la notion de dominance, parce qu'aujourd'hui en fait on en est là. Le moindre problème qu'il y a avec le chien, on se dit il est dominant. Alors je vois des choses qui sont complètement aberrantes. Des gens qui me disent ah ben moi je fais pas monter mon chien sur le canapé parce que mon veto ou mon éleveur m'a dit que mon chien allait me dominer. Oh, faut arrêter, c'est pas parce que vous allez autoriser votre chien à monter sur le canapé qu'il va vous dominer, d'accord? Si vous avez envie de faire monter votre chien sur le canapé parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est votre compagnon de vie, parce que peut-être vous vivez seul avec et que c'est votre seule compagnie, mais faites-vous plaisir, quoi, faites-le monter sur le canapé. Si un jour il y a des problèmes liés à ça, par exemple de la protection de ressources dont on parlait dans une précédente vidéo, si il y a une notion, je sais pas, votre chien a les pattes sales et quand le chien a les pattes sales, ça vous pourrit le canapé, ça vous énerve, mais le reste du temps, vous voulez bien qu'il monte. Et ben, on peut lui apprendre à se laisser essuyer les pattes. On peut lui apprendre à monter sur une zone du canapé où on va mettre un plaid ou un plastique et que ça salit pas le canapé, mais où votre chien aura toujours l'autorisation de monter. Si vous voulez, par exemple, que votre chien ait l'autorisation de monter quand vous y êtes, mais qu'il descende quand vous y êtes pas, ou qu'il y monte quand vous y êtes, mais qu'il y monte pas quand il y a des invités, qu'il puisse y monter chez vous, mais pas quand il va quand vous allez chez des amis avec lui. Tout ça, ça s'apprend, d'accord? Et du moment où ça s'apprend, bah déjà en soi, ça démontre la théorie de la dominance. Dans la notion de la protection de ressources, on va simplement lui apprendre à ne pas protéger cette ressource, à la partager avec vous. Et ça, il n'y a pas de souci. Si on prend l'exemple des enfants, les enfants, quand ils sont petits, parfois, notamment les enfants uniques, ils ont tendance à avoir du mal à partager les jouets. Vous vous dites pas, il est dominant parce qu'il partage pas ses jouets. Vous vous dites, on va lui apprendre à partager et vous lui apprenez à partager. Vous lui dites, on partage, tu prêtes, etc. Et ça en fait pas un dominant. Quand votre enfant, il vous répond point fermé, droit devant vous et qu'il vous dit non parce que vous avez passé 3 ans de sa vie à lui dire non, pour ceux qui utilisent le non, vous dites pas mince, mon fils me domine ou ma fille me domine. Vous dites simplement que vous avez loupé un truc dans l'éducation. Et ben, en fait, chez le chien, c'est exactement pareil. Et sincèrement, cette vidéo, c'est aussi un petit peu un coup de gueule ras-le-bol parce que j'en ai marre qu'on mette tout sur la théorie de la dominance pour excuser les fautes éducatives, pour excuser des troubles émotionnels et en fait au final ne pas les traiter. Vous voyez, pour excuser aussi l'utilisation de la violence sur un chien. Mais c'est juste plus possible. On est en 2022 et je sais que vous les humains vous êtes laissés faire là pendant les 2 dernières années sur tout ce qui s'est passé et que je trouve que ça reflète complètement la théorie de la dominance sur le chien, mais justement à un moment donné, autant pour le chien que sur l'humain d'ailleurs, il faut dire stop, d'accord? Donc, que votre chien mange avant vous, après vous, on s'en fout. Mais on s'en fout complètement. Parce que typique, si vous avez un labrador, eh ben moi, je vous conseille quand même de le faire manger avant vous ou même de le faire manger en même temps que vous parce que ça évitera que votre labrador, il vienne quémander à table bêtement. Si vous n'avez pas le temps de lui apprendre à, par exemple, rester au panier ou rester en dehors de la cuisine, si vous n'avez pas le temps de faire un apprentissage complet, alors mettez une solution annexe. Mettez-lui un Kong distributeur avec ses croquettes, ça lui prendra plus de temps, vous mangez tranquillement pendant ce temps-là. Et si votre labrador, il a le ventre plein, bah, il est un tout petit peu moins, c'est quand même un labra, mais il est un tout petit peu moins enclin à venir vous réclamer à table. D'accord? Si vous dites, bah moi, tiens, j'ai eu un pote un jour, j'avais une discussion avec lui, il me dit, ah moi, ma chienne, je la domine. Je vous dis pas le repas que j'ai passé. Et donc, il lui donnait systématiquement à manger après lui. Tac, fais comme tu veux. Moi, je suis pas l'éduc de mes potes, je suis l'éduc des gens qui ont besoin de moi. Et donc, on arrive au moment du café,
Puis je vois sa chienne qui commence à faire la toupie autour de la table, tout ça. Je lui dis, qu'est-ce qui lui arrive à ta chienne? Elle me dit, ah ouais, bah parce qu'elle sait que ça va être l'heure de manger. Je fais, ah ouais, ok, d'accord. Donc en fait, tu lui donnes pas à manger avant toi. Non, parce que je vous précise que du coup, il a fait très vite couler son café et que du coup, il a très vite bu son café pour vite servir sa chienne. Et donc je lui dis, ok, donc en fait, tu ne la sers pas avant toi parce que tu es l'alpha, tu es le dominant. Mais par contre, tu te dépêches vite de boire ton café, vite. Parce qu'en fait, elle est en train juste de te mettre la pression parce que c'est l'heure de bouffer. Et j'ai juste laissé comme ça. Et ça a fait son petit bout de chemin dans sa tête, vous voyez. On change pas forcément des gens qui ont 50 ans d'idées derrière eux, mais malgré tout, on a semé une graine, vous voyez, et sur l'illogisme de la situation. Donc, voilà, ça c'est le point de vue scientifique à complètement révoquer l'idée de le chien peut dominer l'humain ou l'humain dominer le chien. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que l'espèce qui a une tendance à la domination, effectivement, c'est l'humain, je vous le donne en mille. Cette notion de prise de pouvoir sur un autre individu, elle est typiquement humaine et ça s'arrête là, d'accord? Donc, toutes les notions s'apprennent. J'en reviens maintenant sur, et là c'est pas scientifique, on va dire sur un point de vue, la notion de dominance qui va permettre d'excuser la violence sur le chien. Je suis désolée, mais ça c'est pareil, ça ne peut plus passer. Moi j'estime qu'aujourd'hui, la législation devrait être beaucoup plus ferme envers les personnes qui se permettent de la maltraitance animale en termes de violence émotionnelle, physique, verbale. Mais ça devrait être pareil sur l'humain. On a vraiment des créneaux là-dessus à passer. En fait, cette notion de dominance a permis d'excuser et permet encore d'excuser l'utilisation du collier étrangleur, du collier à pic, du collier électrique, parce qu'en fait, à un moment donné, on n'a pas les outils. Enfin, les personnes qui utilisent ça n'ont pas les outils. Les personnes qui donnent des tapes sur le museau, des tapes sur les fesses, c'est exactement pareil sur les enfants, hein. Si vous utilisez ces outils-là, c'est tout simplement que vous manquez d'outils. Alors quelque part, moi, je peux accepter, pardonner, comprendre, être dans la bienveillance et dans la compréhension sur les personnes qui justement manquent d'outils, qui n'ont pas ces connaissances-là, parce que il n'y a pas ces connaissances. J'ai fait partie de ces personnes-là il y a quelques années en arrière, et quand j'ai découvert les méthodes douces et amicales, il a été pour moi terminé la notion d'utiliser des outils coercitifs, violents, que ce soit physiquement ou moralement, sur les chiens pour excuser, pour trouver une méthode éducative. Au jour d'aujourd'hui, si on est obligé à un moment donné d'utiliser la violence sur un animal ou sur n'importe quel être vivant, c'est qu'on manque d'outils. Ou c'est qu'à un moment donné, on n'a pas cogité comme il faut, d'accord? Et après, par contre, une fois qu'on a connaissance des outils, être capable... Pardon, petite interruption d'enfant. Voilà, si on utilise encore ces outils alors qu'on a connaissance des nouvelles méthodes, ça pour moi, par contre, au jour d'aujourd'hui, ce n'est clairement plus excusable parce que on sait qu'on peut faire autrement, on sait qu'on peut gérer la vie quotidienne avec les chiens autrement, on sait qu'on peut leur apprendre autrement, on peut leur apprendre avec douceur, on peut leur apprendre avec bienveillance, on peut leur apprendre avec compréhension, on peut aussi quelque part parfois se mettre à leur place pour comprendre leurs réactions. Par exemple, un chien qui mord par frustration, et quelque part, faut aussi se poser la question, ok, la frustration, c'est une émotion assez forte. Et moi, typique, quand je ressens de la frustration, j'ai beaucoup de mal à gérer mon émotionnel dans ces moments-là, bien que je suis là dans cette vie pour appréhender justement le lâcher-prise et la notion de frustration. Et je l'ai bien compris maintenant. Mais c'est parfois pas facile de la gérer émotionnellement et donc comportementalement cette frustration. Et donc, si on se met à la place 5 minutes du chien... qui est soi-disant un petit peu moins évolué que nous, si déjà nous, on a du mal à gérer des émotions fortes, comment le chien, lui, avec beaucoup moins d'outils, beaucoup moins de vocabulaire, là je mets des gros guillemets sur tout ça, hein, parce que je suis pas d'accord avec ça, mais avec soi-disant moins de vocabulaire que nous, etc., comment on peut lui demander de gérer ces émotions que nous ressentons nous-mêmes, d'accord? Et la frustration, elle fait partie des émotions primaires, de toute façon, parce qu'elle va avec la colère, je précise, et donc oui, le chien la ressent, ok? Donc
Voilà, c'était un petit speech. Pour vraiment, il faut arrêter tout ça. Après, c'est aussi la notion, il y en a beaucoup. Par exemple, cette semaine, j'ai entendu, oui, mais l'éleveur, il m'a dit de prendre le chien par le cou et de le secouer comme fait la mère. Mais est-ce que vous avez déjà vu la mère d'un chiot secouer son chiot? Non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que les mères ne font pas ça. En fait, les mères ne sont pas censées secouer leurs petits. Elles ne sont pas censées les maltraiter. Les seuls moments où les mères prennent les petits par le cou, c'est pour les déplacer, mais certainement pas pour les secouer. Et quand parfois elles appliquent des corrections, c'est toujours dans le jeu et elles se contentent simplement de les mettre sur le dos. Une mère qui n'est pas qui va au-delà de ça, elle n'est pas très saine la mère, hein, soyons clairs, que ce soit mère humaine ou mère canin, d'accord? Une mère qui va au-delà de ce type d'attitude, ce n'est pas normal et ce n'est pas une mère à faire reproduire. Humain canin, juste pour la parenthèse. Donc on a vraiment une notion erronée du comportement de la mère. Et la mère, surtout, elle le fait sans colère. J'insiste sur le fait qu'elle le fait toujours dans une forme de jeu. Vous les humains, quand vous engueulez les chiens et que vous faites ça, vous êtes dans la colère, vous l'avez dans votre faciès, vous l'avez dans votre posture corporelle, vous l'avez dans vos mouvements, dans vos micro-mouvements, vous l'avez dans tout ça. Et donc, vous ne pouvez pas reproduire une sanction négative sur le chien de façon correcte et donc de façon non émotionnelle. J'espère que cette notion-là, elle est claire. C'est simplement dire, ça c'est juste, ça c'est faux, ça je te permets pas, mais pas, ça c'est faux! Vous voyez, les trucs comme ça, non, ça c'est pas possible. La mère, elle fait pas ça. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas reproduire le vrai comportement d'une mère saine, vous n'avez pas à utiliser ce type de sanctions négatives sur le chien. Quand il y a des punitions à mettre ou quand il y a je préfère parler de limites, quand il y a des limites à mettre sur le comportement d'un individu, on peut le faire autrement, vraiment. Y compris dans les cas de rééducation comportementale, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous raconter une petite anecdote et je suis en train de voir que du coup je vous fais le même temps que d'habitude, je suis désolée, mais donc je vais finir sur cette anecdote. Quand j'ai travaillé en parc animalier, j'ai également été faire une journée en parc de loups, une journée de stage en parc de loups. Donc j'ai vécu avec les loups pendant toute une journée, avec les meutes, et ça m'a beaucoup fait rire à l'époque. Donc j'avais pas encore la notion des méthodes douces et bienveillantes. Donc j'étais encore dans ma tête un peu dans la notion de dominance comme beaucoup d'entre vous et en fait je me souviens donc d'arriver le moment du nourrissage et donc avec l'autre soigneur on avait un gros bac plein de viande rouge etc et on part donc dans un des parcs de loups puisqu'il y avait plusieurs meutes dans ce parc là. Et donc on va dans un des parcs et puis les loups arrivent vers nous parce que donc on était censé leur jeter la nourriture, hein, d'accord. Le loup ne chasse pas dans un parc et puis moi en fait je vais pour commencer à distribuer et puis le soigneur me dit non attends faut attendre l'alpha. Et je l'ai regardé et je lui dis mais t'as vu qu'il y a une dizaine de loups en face de nous qui attendent qu'une chose, c'est la bouffe. Il me dit ouais mais tant que l'alpha il est pas là on peut pas nourrir. Et là en fait ça a été le premier déclic pour moi de me dire mais c'est pas logique, c'est pas normal, il y a un truc qui cloche quoi. C'est que les autres sont là mais il faut qu'on attende l'alpha. Et en fait je vous le donne en mille, il a fallu limite qu'on cherche l'alpha pour voir il fait quoi, il est où parce qu'il faut qu'on lui donne à bouffer parce que sinon les autres ils vont commencer à avoir faim. Puis au bout d'un moment il a fini par se pointer. On lui a jeté la bouffe, il l'a posée, il l'a laissé, du coup on a donné aux autres et voilà, et les gens ils sont repartis, vous voyez, mais là c'était la première incohérence, le premier truc qui m'a fait me dire, il y a un truc qui cloche quoi, voilà. Et une fois j'ai une dame qui m'a appelée, qui m'a dit, je comprends pas, j'ai fait tout juste avec mon berger allemand, j'ai un problème, vous comprenez, l'éleveur, le vétérinaire, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse pipi dans les 4 coins de mon jardin et qu'il fallait que j'ai des rapports devant mon chien pour qu'il comprenne que c'était moi la dominante, mais j'ai quand même des problèmes avec. Et je suis sûre que là ça vous fait rire, je suis sûre que ça vous choque, vous dites quoi? Mais c'est ça la théorie de la dominance. La théorie de la dominance, le dominant, il a des rapports devant les autres. Il y a que lui qui a des rapports sexuels avec les femelles. Donc encore une fois, on parle même pas de consanguinité, hein, du coup, d'accord. C'est lui qui mange en premier. Tant pis pour les autres, s'ils ont faim et que lui il a pas faim, tu manges pas.
Voilà, vous voyez, il y a tout ça, pisser aux quatre coins du jardin, ça vous paraît complètement aberrant, mais pourtant ça fait partie de la théorie de la dominance. Donc voilà, c'est des petites choses très drôles. J'ai voulu essayer de condenser le plus possible. Je vous invite à lire, il y a énormément de bouquins maintenant, il y a des livres de Joël Dehaas, alors les récentes versions, hein, Joël vous le dira, il vous dira évitez de lire les anciennes versions et lisez, puisque maintenant voilà, il a une autre approche du chien, parce que justement la science a remis les choses en question et qu'il a l'intelligence de se remettre en question aussi, et c'est bien, il faut qu'on le fasse tous. Donc vous avez les livres de Joël Dehaas, les nouvelles versions qui sont juste extraordinaires, et où il vous met justement les études scientifiques qui ont prouvé que vous avez un livre qui est super, c'est Dominance, mytho-réalité, que je vous conseille, qui est écrit par un scientifique. Donc là, encore une fois, vous ne pouvez pas dire oui, mais nanana. Non, c'est un scientifique. Ce sont des scientifiques. Là, je vous parle de science, je vous parle pas d'autre chose. Donc, en résumé, l'organisation hiérarchique, la dominance, tout ça, vous pouvez tout foutre à la poubelle et essayer de vivre heureux avec vos chiens, et de simplement vous poser les bonnes questions sur les comportements qu'ils ont, sur les troubles émotionnels, et de simplement les aider à les résoudre, parce que notre rôle en tant qu'humain, c'est de les aider à résoudre les problèmes qu'ils ne développent que parce qu'ils vivent avec nous. D'accord? Les chiens dans la nature, ils n'ont pas les troubles du comportement qu'on a nous. Et ça, je vous donnerai un exemple simple. Prenez des chiens de Roumanie, des chiens d'Espagne qui vivent dans la rue, dans leur pays, entre guillemets, ils n'ont pas de problème, et on les ramène chez nous. Et ils souffrent de désocialisation, ils souffrent de peur, ils souffrent de plein de choses qu'ils n'avaient pas dans leur pays. Donc voilà, c'est leur vie avec nous dans nos contextes qui amènent les troubles du comportement, les troubles émotionnels, et c'est à nous de les aider à apprivoiser notre environnement du moment où on a fait le choix de les mettre dans notre environnement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, désolée pour la longueur, et puis je vous dis à tout bientôt.